Je remercie François Moutou d'avoir accepté de venir nous parler de quel est le rôle de la santé animale et de la santé humaine dans les épidémies du pangolin à l'homme. François Moutou, c'est un docteur vétérinaire, épidémiologiste à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ancien directeur adjoint du laboratoire de santé animale et membre du comité d'éthique de l'INSERM pendant 2 décennies, et aujourd'hui membre du comité consultatif d'éthique du Musée national d'histoire naturelle. Donc, vous avez travaillé sur diverses maladies communes à l'homme et aux animaux pour mieux les comprendre et les prévenir. Côté mammifères, sur les chauves-souris à La Réunion. Je ne sais pas si vous le saviez, chers amis de La Réunion. Et vous suivez le dossier des carnivores en France. Donc, vétérinaire retraité, vous êtes engagé dans la plupart des combats pour la nature depuis plusieurs décennies. Et vous êtes une des figures du paysage écologique. Et comme vous écrivez beaucoup, vous avez écrit 13 ouvrages de référence sur l'ensemble de ces thèmes. En tout cas, merci d'être parmi nous et de nous parler du pangolin à l'homme. On en a beaucoup parlé lors du Covid-19, mais on sait bien qu'aujourd'hui, on a un peu abordé le thème de la santé globale ce matin, de l'interaction santé animale et santé humaine. Et je crois que ça sera très intéressant. Je n'en doute pas d'avoir votre regard. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et grand merci de m'avoir invité jusqu'ici. Alors, j'ai 3 aveux à vous faire pour commencer. J'avoue, je ne connaissais pas votre confédération avant de recevoir l'invitation. Deuxième aveu, je suis vétérinaire. Et j'ai oublié le troisième aveu. Voilà, si, je n'ai jamais exercé en cabinet libéral. J'ai toujours été dans un labo de recherche fonctionnaire. Et donc, j'ai dû... Alors, je ne sais pas si je peux attraper la première diapositive. Je dois appuyer sur un bouton ou c'est la régie qui me l'envoie. J'ai compris que c'était le gros bouton vert pour faire avancer. C'est tout noir. Alors ça, c'était... Voilà. Et après, normalement, il y a un diaporama. C'est peut-être moi qui le danse. Là, c'est tout noir. Bon, parce que j'ai mis des jolies photos quand même, tant qu'à faire. Surtout que j'ai vu que juste après, c'était l'apéritif. Donc, j'ai quand même un vrai défi à tenir. Voilà, j'ai quand même compris, nous sommes humains tous. Hein. Alors, comment on fait pour avoir la première diapo? D'accord, d'accord. Et donc, j'ai réfléchi un peu tout seul à ce que je peux vous présenter par rapport au titre qui m'avait été suggéré, sachant qu'effectivement, le pangolin est devenu célèbre d'un seul coup à son corps défendant, le pauvre, enfin les pauvres. Et c'est sans doute pas, d'ailleurs, vous avez compris, la clé de l'histoire qui nous préoccupe encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres paramètres, et lui est arrivé un peu par hasard. Et d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi on a parlé de lui. Mais on a d'autres soucis avec d'autres espèces animales. Et alors, je ne sais pas si je dois appuyer un moment ou un autre sur le bouton pour déclencher mon... Non, ça, c'est pas encore ça. Je sais que j'ai passé voilà. Alors, voilà, donc le pomme de pin, c'est un peu comme un gros artichaut ou une pomme de pin avec une queue derrière. Enfin, mais ce n'est pas le plus important. Alors, ça, c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi non plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. La première, c'était juste avant, c'était bien ça. Et voilà. Donc, ça, c'est le bon diaporama. Donc, je vais essayer de... Ce que je vais vous présenter, normalement, devrait correspondre à ma façon de voir les choses. Et j'espère qu'on aura quelques éléments de comparaison et vous trouverez un tout petit peu dans ce que je vais vous présenter. Donc, on va parler d'animaux, on va parler d'humains. Et le premier point de départ, c'est celui-ci. Les animaux dont je vais parler sont essentiellement les mammifères. Donc, le pangolin est un mammifère. Vous le voyez un peu à droite au milieu. Alors, je ne sais pas trop si j'ai un pointeur ici. Voilà, le pangolin, il est là. Et ça, c'est la diversité actuelle des mammifères sur Terre, contemporaine. Environ 6000 espèces. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que nous sommes ici, nous, Homo sapiens, on n'a pas mis toutes les 6000 espèces, mais nous sommes là, et d'un point de vue biologique, d'un point de vue épidémiologique, nous sommes une espèce parmi cet ensemble. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. Alors, nous sommes la seule espèce à parler des autres. Est-ce qu'on en parle bien? C'est une autre histoire. Mais d'un point de vue vraiment médical, sanitaire, nous sommes un parmi cet ensemble. Et évidemment, tous ces animaux-là hébergent des quantités de virus. On ne les connaît pas tous, on ne sait même pas combien il peut en exister. Mais ce que j'aimerais dire également assez rapidement, c'est que loin d'être tous des mauvaises choses, ces virus, certains sont totalement différents par rapport à la santé ou des uns ou des autres, voire certains sont absolument nécessaires. Et donc,
J'aimerais vous donner l'exemple d'un groupe d'animaux dont nous sommes au sein des mammifères, les mammifères placentaires, et vous voyez qu'un bébé, c'est toujours mignon, quelle que soit l'espèce. On est tous d'accord. Et l'histoire des mammifères placentaires que nous sommes est assez intéressante parce qu'elle mobilise une histoire de virus, et depuis extrêmement longtemps, et sans ces virus-là, nous ne serions pas là. Alors, si je vous dis qu'un virus rencontrant un hôte peut le contaminer si les récepteurs sont adaptés, et une fois que le virus se multiplie, il peut y avoir transmission horizontale, c'est très banal, il peut y avoir transmission horizontale au sein de l'espèce, ou bien même entre espèces. La Covid est sans doute un exemple de transmission interspécifique. Maintenant, vous savez également qu'il peut arriver que le virus contamine la lignée germinale d'une espèce et qu'à ce moment-là, on passe d'une transmission horizontale à une transmission verticale. Et c'est ce qui s'est passé il y a environ 150 millions d'années sur l'ancêtre des mammifères que nous sommes aujourd'hui, avec des virus qui sont des virus, des rétrovirus à ARN. L'ARN s'est copié en ADN dans le génome, mais vous savez que nous, mammifères, et nous, humains, nous avons 8 à 10% de notre ADN qui vient de virus croisés au cours de l'évolution, alors qu'on était peut-être à peine primates, peut-être à peine mammifères, mais que ces virus-là, pour certains, on n'a pas de raison de penser qu'ils sont pathogènes, mais certains, et ça c'était une surprise il n'y a pas très très longtemps d'une équipe pilotée par Thierry Heidmann en France, qui s'est rendu compte que une des questions que se posaient les immunologistes, c'est comment expliquer chez les mammifères la placentation, le non-rejet du fœtus qui est, par rapport à une greffe, une xénogreffe, avec un système immunitaire qui n'est pas du tout le même, des antigéniques, qui n'est pas du tout le même que celui de la mère. Et en fait, on sait maintenant que toute une série de virus ARN ont rencontré les mammifères au cours du temps, et vous avez sur ces schémas une toute petite échelle de temps, mais vous voyez que là, on est à 150 millions d'années par rapport à aujourd'hui. Et vous avez un premier virus qui est arrivé et qui sépare le fameux ornithorynque mammifère mais ovipare de tous les autres. Les marsupiaux sont des animaux chez lesquels, peut-être vous savez, la gestation intra-utérine est très courte. Elle dépasse à peine 15-20 jours, sans doute le début peut-être d'un phénomène de rejet, avec une poursuite du développement embryonnaire au niveau des mamelles de la femelle et parfois dans une poche, mais pas toujours dans une poche. Et tous les autres sont des placentaires avec une gestation qui dure jusqu'à la naissance au sein de l'utérus de la femelle ou de la mère, selon l'espèce à laquelle on se réfère. Et vous voyez que tous ces petits triangles mauves correspondent à différents rétrovirus intégrés dans les génomes des différentes lignées. Alors, dans l'article en question de 2019, il se trouve qu'on a découvert que chez les hyènes, le type de placentation est hémocorial comme chez nous, avec un échange de sang assez facilité entre la mère et l'embryon, ce qui simplifie sans doute les échanges d'anticorps maternels circulant depuis la mère vers l'embryon, alors que les vétérinaires savent bien, par exemple, que chez les bovins, qui sont donc artiodactyles un peu plus haut ici, en jaune, on a une placentation extrêmement différente, avec très peu d'échanges sanguins directs, avec des cotylédons que parfois il faut aller décrocher un par un après une naissance et avec un délivre qui ne se fait pas bien, ce qui fait que chez les bovins, le jeune doit absolument boire le colostrum après la naissance. C'est comme ça qu'il récupère les anticorps de la mère, puisqu'il n'y a pas, ou en tout cas très peu d'échanges au niveau de la barrière placentaire, et ce sont des adaptations qui correspondent à chacune de ces lignées. Et donc, sans virus, sans ces rétrovirus, nous ne serions pas là. Donc, certains d'entre eux sont vraiment essentiels. Et l'idée, mais ça vous le savez bien, c'est que la diversité microbienne, alors malheureusement, et je vais prendre cette image-là, certains animaux ont une mauvaise image de marque, mais c'est tout à fait subjectif. La hyène, elle fait son boulot de hyène et elle élimine pas mal de cadavres sur les savanes où elle habite. Et de même, nous avons découvert les virus à travers certains qui nous donnent des maladies, mais c'est une toute petite partie de cet ensemble, et la plupart des virus sont soit indifférents à l'espèce humaine, soit, comme les rétrovirus intégrés dans notre génome et qui nous permettent la placentation, essentiels, sans eux, on ne vit pas. Alors, je ne vais pas développer la notion de microbiome, mais vous savez que chacun d'entre nous, si on retire de chacun d'entre nous ce qui n'est pas moi, si je retire de moi ce qui n'est pas moi, je ne suis plus viable. J'ai plus de bactéries dans mon corps, sur mon corps, que de cellules humaines. Toutes mes mitochondries,
qui sont mes petites usines énergétiques, sont des bactéries anciennement libres qui sont associées à nos cellules et qui permettent à la cellule de vivre. Et j'ai à peu près 8-10% de mon génome qui vient de virus qu'on a creusés il y a très 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 longtemps. Donc tout ça donne une image un peu différente de la biodiversité microbienne et qui ne peut pas se résoudre et se résumer, loin de là, à simplement les agents pathogènes. Alors, simplement, si on me parlait d'épidémie par rapport à santé animale, santé humaine, je me rapproche d'animaux que vous connaissez sans doute mieux que les hyènes ou les ornithorynques, qui sont les animaux domestiques. Donc ce sont des animaux que nous avons domestiqués lors de la fameuse révolution néolithique qui a été évoquée ce matin. Et là, vous avez par exemple un mélange de 4 espèces, des bovins, à bosse qui sont des zébus, mais c'est la même chose, des chèvres, des ânes et des moutons, et le berger au fond. Et ce sont des conditions de proximité extrêmement favorables aux échanges de microbes interspécifiques, puisque par définition, les animaux domestiques habitent la maison de l'homme. Et pour certains, depuis quelques millénaires, et on a quelques preuves de l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Alors, si on fait un schéma un peu simple, où on essaie de mettre sur un schéma, en abscisse, vous avez le nombre d'espèces de virus connus, identifiés par ordre de mammifères, je ne parle pas des oiseaux sur ce schéma-là, et vous mettez en ordonnée le nombre d'espèces zoonotiques connues par rapport à ces virus identifiés. Vous voyez un peu de choses assez curieuses. Si je prends simplement complètement à droite, j'ai assez proche les virus d'artiodactyle, où sont les vaches, les moutons, les chèvres, avec les virus de rongeurs, mais il y a à peine 500 espèces d'artiodactyles, alors qu'il y a 2500 espèces de rongeurs. Pourquoi ? On a beaucoup plus travaillé les virus de nos animaux d'élevage qui sont très importants au niveau économique, et beaucoup moins les virus de rongeurs, et donc certainement, on n'en connaît qu'une toute petite partie, et sans doute d'ailleurs, tous ne sont pas forcément pathogènes. Pareil pour les primates et les chiroptères, les chauves-souris qui sont côte à côte. On a beaucoup plus étudié les virus de primates dont nous sommes que ceux de chauves-souris, qui sont 1300 espèces sur la Terre et pour lesquelles on n'a encore qu'une toute petite idée de cette diversité. Donc ça, c'est une première information, mais voilà, il faut regarder quelles sont les connaissances que nous avons par rapport à cette diversité qui, pour certains groupes, est vraiment encore balbutiante. Alors, tout à l'heure, et ce matin, on a parlé un tout petit peu de cette révolution néolithique. Et vous savez que depuis quelques années, depuis le début du XXIe siècle, on parle de l'Anthropocène par rapport aux époques géologiques précédentes pour signifier que l'espèce humaine, et on l'a bien compris depuis ce matin et depuis hier après-midi également, nous avons un impact vraiment de plus en plus important sur les phénomènes naturels de la planète, dont les phénomènes qui nous touchent comme ceux de santé, et que ça se traduit sans doute par un certain nombre de potentiels risques sanitaires globaux. Moi, je ne parle que des maladies infectieuses, mais on a vu ce matin, avec la belle conférence de Jean-David Zeitoun, qu'il y a également tout ce qui est pollution. Et si on est d'accord avec l'idée d'Anthropocène, la question c'est, d'accord, depuis quand est-ce qu'on pourrait en parler ? Il y a 4 dates, la plus récente étant en bas, mais je vais les prendre à l'envers. Pour certains, on va dire le milieu du XXe siècle, le début des explosions atmosphériques atomiques, et on a une couche dans tous les sédiments à partir de cette époque-là qu'on peut trouver parce qu'on a des produits radioactifs qui sont liés à nos explosions. Okay. On peut parler de la révolution industrielle qui est la date la plus souvent retenue, où on passe du bois au charbon et très rapidement au pétrole. Et là, il y a un emballement de l'augmentation du gaz carbonique et on peut le voir dès le début du XIXe siècle. On a également 2 dates, les plus anciennes, qui sont intéressantes parce qu'elles font intervenir déjà à ce moment-là des conséquences sanitaires. Vous avez la conquête du Nouveau Monde. En fait, ce qui est intéressant de penser, c'est que l'Amérique a été peuplée par les humains il y a plusieurs millénaires, avant la fin de la dernière glaciation. Et quand les glaciers ont fondu, le détroit de Bering s'est immergé, il n'y a plus eu d'échange avec le reste de la planète pendant 10 ou 20 000 ans entre les humains, du Nouveau Monde, qu'on ne connaissait pas encore, et de l'Ancien Monde. Et clairement, au niveau sanitaire, épidémiologique, l'évolution de cette population amérindienne s'est faite totalement différemment de notre vieux monde. Et quand Christophe Colomb a redécouvert l'Amérique, les Européens ont apporté tous leurs germes qui avaient fait des dégâts chez eux, mais vis-à-vis desquels une certaine immunité avait fini par être acquise. Inversement, les Amérindiens étaient absolument naïfs, et on estime qu'en 150 ans, la population serait passée de 55 millions de personnes à 5 millions, essentiellement à cause de ces microbes. Ce ne sont pas tellement les armes des conquistadors, même s'il y a aussi une volonté
parfois clair de prendre la place de façon assez violente, mais au niveau épidémiologique, le bouleversement est absolument spectaculaire. Et puis, quand on parle du début de l'élevage, il y a 5000 ans, dans l'Ancien Monde, clairement aussi, on a des conséquences sanitaires. Vous savez qu'il y a un coût très fort lié au fait que nous vivons avec des animaux domestiques. Et on a quelques exemples assez intéressants qui nous montrent que les animaux proches de nous sont sans doute peut-être plus à craindre que certains qui, pour l'instant, sont encore mal compris, avec sans doute des virus intéressants, mais les probabilités de transmission sont beaucoup plus faibles que par rapport aux animaux avec lesquels nous vivons. Alors, quels sont, si on estime et si on imagine que les humains sont des facteurs essentiels dans certaines circulations d'agents pathogènes, quels sont certains des paramètres qui sont intéressants à évoquer pour comprendre un petit peu comment les choses se passent et pourraient se passer. On est toujours dans le schéma de la Covid-19 et il y a peut-être un certain nombre d'échos contemporains par rapport à tout ça qui, jusqu'à présent, étaient un peu hypothétiques et maintenant, malheureusement, se confirment un peu. Le premier paramètre, c'est la démographie. Et alors, ce n'est pas un sujet simple à évoquer, c'est toujours un petit peu délicat, mais regardez l'unité en bas sur l'abscisse, l'unité, c'est le millénaire, et Homo sapiens, aujourd'hui, on estime son apparition à environ 300 000 ans. Donc le point zéro de l'axe horizontal, c'est 300 fois cette unité-là. Donc vous voyez que c'est sans doute l'autre côté là-bas, je ne sais pas si ce n'est pas les toilettes, même après les toilettes, l'autre côté de la pièce. Et on estime que le premier milliard d'êtres humains habitant ensemble la planète est apparu entre 1800 et 1850, selon les sources. Donc, ça fait à peu près 2 siècles. Mais 2 siècles, c'est rien du tout par rapport à l'erreur d'estimation de l'origine d'Homo sapiens. Donc c'est vraiment rien du tout. Et vous savez qu'en 2024, nous serons 8 milliards. Depuis que je suis né, la population déjà a triplé sur Terre. Une personne qui est née en 1930, et on a des parents, des grands-parents qui sont toujours avec nous, qui seront là en 2024, auront vu la population de la planète quadrupler durant leur existence. Alors, au-delà du chiffre, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent qui est extrêmement dérangeant. Est-ce que la planète, est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de faire face à cette rapidité-là ? Parce qu'en gros, depuis les années 70, on ajoute 1 milliard d'êtres humains tous les 13 ans à la population déjà précédente. Et tous ces gens-là, évidemment, ils ont besoin d'un espace pour vivre, d'un espace pour se nourrir, d'un espace pour boire, de l'eau propre, d'un espace pour travailler, d'un espace de loisirs également. Et ça devient assez compliqué. Et malheureusement, alors on a des schémas, on peut le décliner par continent, mais on est tous sur la même planète. Les schémas par continent n'ont qu'un intérêt relatif, puisque ce qui se passe chez nous n'est pas sans impact sur ce qui se passe à côté, et réciproquement, et c'est vraiment la même planète sur laquelle nous sommes, et il faut partager cet espace entre tout le monde, et avec les nouveaux qui arrivent, il n'y a aucune raison d'imaginer que certains sont mieux que d'autres, ça n'a pas de sens, et en plus, mettre des murs entre les pays, c'est vraiment quelque chose qui est sans doute une très très mauvaise idée. Je vous rappelle que les virus ne sont pas du tout arrêtés par les murs, quels qu'ils soient. Mais une autre information très intéressante, c'est, en fonction des pays, la courbe des âges au sein des populations. Et vous savez que si on prend à droite, ou plutôt au milieu du schéma, les pays développés dont nous sommes, la courbe des âges n'a rien à voir avec celle de pays dits moins développés, en tout cas plus jeunes. Et vous voyez les pourcentages en fonction de les gens de 15 ans par rapport aux gens de plus de 65 ans dans les pays subsahariens, et en Europe, pour les mêmes chiffres, quels sont les pourcentages. Et ça, au sein d'une même espèce pour un mammifère, c'est franchement original. Il y a des espèces de mammifères qui vivent très longtemps, avec un jeune par portée, tous les quelques années. Prenez l'exemple de l'éléphant, la démographie est assez lente. Vous avez des espèces de mammifères qui se reproduisent très jeunes, avec beaucoup de jeunes par portée, par exemple certains rongeurs. Mais ok, ce sont des espèces différentes. Là, c'est au sein d'une même espèce. Donc c'est vraiment des schémas extraordinaires. Et il suffit d'écouter, même si ce n'est pas toujours simple à comprendre, comment la Covid circule en fonction des continents. On a des différences qui peut-être en partie peuvent s'expliquer par ces différences-là, mais sans doute il y a d'autres paramètres. Et puis un autre schéma également très intéressant, c'est l'évolution de l'espérance de vie à l'âge où elle est la plus grande. Et on va prendre 5 modèles. On va prendre un cousin proche, le chimpanzé, les humains chasseurs-cueilleurs tels qu'on les comprend, et il y en a encore quelques populations sur la planète aujourd'hui, et puis 3 pays, la Suède, la France et le Japon.
Et vous voyez qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, il y a un décrochement terrible, et pendant 8000 générations, on est resté à peu près tous avec une espérance de vie d'une trentaine d'années. Et puis sur les pays dits développés, comme les pays occidentaux au sens large, vous voyez que, si je prends l'exemple de la Suède, en 1800 c'était 32 ans, en 1952, et en 2012, 82 ans. Alors on sait qu'avec la Covid, il y a pas mal de pays qui vont peut-être modifier ces chiffres-là, mais ça c'est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a plus de différence entre les humains chasseurs-cueilleurs et nous, en France par exemple, qu'entre les chimpanzés et les humains chasseurs-cueilleurs. Et ça s'est passé en quelques générations par rapport à l'histoire de notre espèce. Et ça, c'est également des données assez étonnantes d'un point de vue épidémiologique. L'évolution de la répartition des espèces sur Terre est aussi un sujet qui intéresse pas mal de monde. Et il y a un livre assez pionnier qui est paru il y a quelques années, en 2013. Alors, donc c'est moissonner la biosphère. Qu'est-ce qu'on prend à la Terre, qu'est-ce qu'on prend à la nature? Et cet auteur-là a calculé, en prenant les biomasses à partir du carbone, puisque nous sommes une vie qui repose sur la molécule de carbone, est-ce qu'on peut estimer le carbone des mammifères, le carbone des poissons, le carbone des végétaux, des sauvages, des cultivés et des plantés? Et est-ce qu'on peut regarder l'évolution de ces pourcentages au cours du temps? Le problème de ce livre, c'est qu'il n'y a aucun tableau, aucun schéma, que des chiffres, que des lignes, que des lignes. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont pris le livre pour le mettre en formule, en graphique. Alors, par exemple, il y a 50 000 ans, alors ce sont des estimations, on est bien d'accord, on estime qu'on avait à peu près donc 20, ce sont des millions de tonnes de carbone, l'équivalent pour les grands mammifères. Et donc, vous aviez les mammouths, les rhinocéros laineux, etc. 11 000 ans, c'est le début du néolithique, c'est la fin des glaciations. Il y a beaucoup de grandes espèces qui disparaissent. Alors, une grande discussion pour les paléontologues, est-ce que ce sont les humains qui les ont exterminés ou est-ce que c'est le climat? Le sujet n'est pas là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, la biomasse en carbone, si on prend les humains qui sont là, nos animaux d'élevage, mammifères et sauvages, c'est extraordinairement plus grand qu'avant. On est quand même beaucoup plus efficace puisqu'on produit beaucoup plus. Alors la seule différence, et je reviens sur le titre de votre colloque, toute cette énergie-là, elle est liée à la chlorophylle, à la photosynthèse. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est renouvelable, c'est juste l'énergie solaire qui arrive sur Terre et les chloroplastes des plantes qui sont capables d'en faire des plantes ou des animaux. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le charbon, le pétrole et le gaz. Et nous savons que ce sont des matières fossiles avec une réserve limitée qui n'est pas tout à fait estimée, mais on pense qu'on approche du maximum de ce qui est possible d'extraire. Et si on ne trouve pas un substitut raisonnable, avec une façon de consommer adaptée, eh ben, on va finir par changer le rapport, et ça peut éventuellement être assez violent dans la façon dont ça se passe si on n'est pas capable d'anticiper tous ensemble. Et ça, ce n'est pas juste un pays par rapport à un autre, il faut normalement le faire tous ensemble. Et alors, donc je continue avec les animaux domestiques, puisque vous avez vu qu'ils sont extrêmement importants. Quelques chiffres. En tant que vétérinaire, c'est quelque chose que je regarde, peut-être ça vous intéresse moins, mais on est quand même tous sur la même planète, et tous ces animaux-là, il faut les nourrir, et vous savez qu'une grande partie de la déforestation en zone tropicale n'est pas uniquement pour que des gens s'installent, mais aussi pour produire du soja, transgénique, parce que ce ne serait pas drôle sinon, qu'on va exporter vers nos élevages bovins en Europe, en Amérique du Nord, et la conséquence pour la planète n'est pas tout à fait satisfaisante. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 milliard de bovins, moutons-chèvres 2,5 milliards, les porcins à peu près 1 milliard, et les volailles 22-23 milliards. Je rappelle que la durée de vie d'un poulet de chair, c'est après les 21 jours d'incubation, c'est 39-40 jours. Donc vous voyez le taux de renouvellement de ces animaux, et est-ce que c'est complètement satisfaisant? On peut en discuter ou plus tard, après l'apéritif. Et si on remet ça sur un schéma, en biomasse, mammifères terrestres, 60% des kilos de mammifères terrestres, ce sont nos animaux domestiques, essentiellement des vaches, mais tous les autres également, mais ça fait qu'une dizaine d'espèces. Les humains, nous, c'est 36%, et le total mammifères sauvages, des souris aux éléphants, c'est 4% de la biomasse. Il y a encore des gens qui trouvent que c'est trop, et donc, malgré tout, si on pense qu'il y a une diversité de virus, de microbes dans ces animaux-là, ça commence à devenir un peu réduit. Et peut-être qu'il serait vraiment intéressant de regarder si on connaît bien tout ce qu'il y a comme micro-organismes dans ces animaux-là. Et ce qui va avec, et c'est tout à fait pareil chez les oiseaux, c'est là on a 6000 espèces, là on en a 10.
Et en plus, on a une diminution, une perte d'un grand nombre des espèces, des races domestiques qu'on a sélectionnées au cours des siècles. Et donc, on a une réduction considérable, diversité, variété génétique de ces animaux d'élevage, avec une concentration donc, de pas beaucoup d'animaux qui remplacent toute la faune sauvage et toute cette diversité. Et comme on a sélectionné essentiellement sur des critères de production, viande et lait, on n'a pas du tout sélectionné sur des critères d'adaptabilité au changement climatique, au hasard, ou à la résistance à certaines maladies. Peut-être qu'on aura des surprises. Donc, vous voyez le rapport pour les oiseaux, 30% en biomasse sauvage et 70% ce sont nos poulets. Et il y a un autre schéma que peut-être vous connaissez, qui date déjà de quelques années, et qui est intéressant pour montrer la différence entre une maladie que moi je zoonose, avec la définition de l'OMS, et une maladie d'origine animale. Donc vous avez d'un côté les maladies animales qu'on ne connaît pas chez l'espèce humaine. Il y en a la maladie de Carré du chien, on a des équivalents, mais on n'a pas de maladie de Carré chez l'humain. On a des maladies humaines dont on n'a pas de version animale, même chez les mammifères. Et on a un passage possible entre la zoonose stricte et la maladie d'origine animale. La rage, par exemple, tous les cas humains, et malheureusement il y a encore 50 à 60 000 morts de rage tous les ans sur Terre, sont liés à une morsure de chien. 99,99% des morts humaines de rage sont liées à une morsure de chien, et le 0,01% qui reste, ce sont d'autres espèces, dont les chauves-souris, mais c'est vraiment anecdotique. Ebola, ça commence par une transmission animale, et vous savez que ça peut donner des épidémies à partir du moment où le premier cas n'a pas été isolé, transmission par contact entre la personne malade et les personnes soignantes, et ça peut faire des épidémies jusqu'à l'arrêt de l'épidémie. Et puis, si je prends complètement ici à droite le sida, tout le monde sait aujourd'hui que le virus HIV, il y a au moins 2 HIV1, HIV2 avec quelques déclinaisons intravirales, viennent de SIV primates, chimpanzés d'un côté et, comment il s'appelle, pas colobe, peu importe, en tout cas, notre modèle mangabey de l'autre côté. Mais aujourd'hui, 100% de l'histoire du sida s'explique par des comportements intra-humains. Il n'y a pas récemment, on n'a jamais mis en évidence de nouveaux passages d'un virus SIV de primates non humains vers un humain. Ça s'est passé au début du XXe siècle. L'emballement s'est fait au début de la seconde moitié du XXe siècle. Mais aujourd'hui, 100% de l'histoire des HIV s'explique simplement par des comportements intra-humains. Et donc, il faut bien distinguer la zoonose qui repasse systématiquement par le réservoir animal de la maladie qui, certainement, est d'origine animale. Passé à l'homme, le virus est, entre guillemets, humanisé, et l'histoire se continue sans retour au réservoir animal. Et donc, je rappelle que pour une zoonose, ça marche dans les deux sens, et ce sont des cas où, réellement, il y a des circulations régulières, et non pas anecdotiques, on a des descriptions régulières de cas vraiment très ponctuels. Alors, si on prend sur ce schéma quelque chose, alors la légende est un peu complexe, mais en gros, l'idée du schéma, c'est est-ce qu'on a un lien entre la durée de domestication et l'importance de la transmission de maladies? Et vous voyez qu'en rouge, ce sont les animaux domestiques. Vraiment, ils viennent avant tous les animaux sauvages. Le chien a été domestiqué bien avant la révolution néolithique, au moins 15 000 ans, peut-être 20 000 ans, on n'est pas tout à fait sûr. Et le chien est certainement une des espèces qui a le plus de change avec nous de ce côté-là. Ce schéma essaye de résumer un tout petit peu l'ensemble de ces informations. On a une diversité sauvage qui diminue, mais dans laquelle se trouve une très grande diversité de micro-organismes. Alors, pas forcément que des virus, on est d'accord, hein, mais globalement, si on les laisse vivre tranquilles leur vie dans leurs habitats, nous, on est assez loin de tout ça. Maintenant, on a domestiqué des espèces qui viennent forcément du monde sauvage et qui parfois restent en relation avec le réservoir sauvage pour différentes raisons. Et s'il n'y a pas une surveillance qui est bien faite, ça ce sont mes confrères vétérinaires qui ont la responsabilité de cette surveillance, on peut avoir des passages vers les humains. Les passages directs de la faune sauvage vers les humains sont également possibles, en particulier actuellement avec cette explosion démographique, le besoin de nouveaux espaces, et on a régulièrement des contacts nouveaux entre des humains qui cherchent où s'installer, où vivre. Il y a une demande évidente d'espace vers des espèces qui jusque-là n'avaient pas été souvent en contact avec des humains, et ça peut malheureusement se traduire par un agent pathogène qui s'adapte à notre espèce. Et derrière, au-delà du cas ponctuel,
vous avez la globalisation, la mondialisation. Et peut-être vous connaissez ce schéma-là. Ça, c'est l'augmentation du nombre de passagers dans les avions depuis une trentaine d'années. Et en 2019, j'ai envie de dire que la dernière année normale, les avions ont transporté 4 milliards de passagers, alors que nous sommes 7 milliards 600, 700 millions. Alors, on est tous d'accord, ce n'est pas la moitié de la population qui a pris l'avion. Il y a des gens, et on en connaît tous, et peut-être je suis dedans, on prend l'avion plusieurs fois par an. Mais à partir du moment où vous avez 4 milliards de personnes qui prennent l'avion sur 8 milliards, un peu moins de 8 milliards d'habitants, pour les virus, c'est extraordinaire, c'est parfait. Je rappelle qu'il fallait plusieurs mois à Christophe Colomb pour traverser l'Atlantique. Après, les grands voiliers mettaient quelques semaines. Les paquebots du début du XXe siècle mettaient quelques jours. Et maintenant, c'est 6 heures pour Paris-New York. Pour un virus, quelle que soit la maladie, si l'incubation est de 2 jours, entre le moment de la contamination et le moment de l'expression clinique, en 2 jours, vous avez fait le tour de la planète. Donc pour un virus, là vraiment, c'est nous qui leur avons ouvert les frontières. Et donc les murs au niveau des continents ou des pays, ça n'a aucun sens si on continue à prendre l'avion à ce rythme-là. Et comment est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un en incubation qui n'exprime rien de passer d'un pays à un autre, d'un continent à un autre? C'est pas du tout évident. Et donc il y a sans doute, on voit bien que en ce moment, il y a des discussions, et tout à l'heure, on en parlait. Est-ce qu'on va recommencer comme avant, après? J'espère qu'il y aura quelques leçons positives pour tout le monde, humains et non humains compris d'ailleurs, qui seront prises de l'histoire qui nous préoccupe toujours en ce moment. Alors, quelques exemples. Voilà un éléphant, parce que j'aime bien les éléphants, mais voilà, c'est juste en passant. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué que les humains sont arrivés sur le continent américain, donc entre 30 000 et 15 000 ans par rapport à aujourd'hui, et après 11 000 ans, montée des océans, après la fonte des derniers glaciers, et isolement pendant jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb. Or, il semble qu'avant 30 000 ans, donc il n'y avait pas encore d'humains sur le continent américain, il n'y avait pas la mycobactérie responsable de la tuberculose. Il y a une hypothèse, alors peut-être anecdotique pour vous, mais cette espèce, qui n'est pas un éléphant, qui s'appelle un mastodonte, c'est un cousin des mammouths, a disparu il y a à peu près 10 000 ans. Et on en trouve pas mal de fossiles en Amérique du Nord, avec des lésions osseuses sur les restes fossiles, qui font penser à de la tuberculose osseuse. Il y a une hypothèse qui suggère que les humains arrivant avec la mycobactérie de la tuberculose auraient contaminé leur environnement, dont cette espèce qui aurait été assez sensible, et ça expliquerait pourquoi elle aurait disparu assez rapidement après l'arrivée des humains. Donc c'est une hypothèse voilà, qui est forcément hypothétique par définition. Simplement, je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe une mycobactérie américaine propre aux mammifères marins le long des côtes de l'océan Pacifique, qui s'appelle Mycobacterium pinnipedi, parce qu'elle est portée par les phoques et les otaries. Et on a encore aujourd'hui, parce que des gens parfois les capturent et les consomment, des cas humains de cette tuberculose. Et ça, c'est sans doute la forme historique, originelle de mycobactéries sur le continent américain. Alors, il y a une autre histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est vraiment assez intéressante par rapport à notre civilisation et aux différentes étapes qu'elle a franchies. Tous les bovins domestiques, tout à l'heure on en a déjà parlé, descendent de l'aurochs qu'on trouve sur les peintures de Lascaux, qu'on trouve dans pas mal de sites paléolithiques ouest européens et qui étaient présents dans une grande partie de l'Eurasie, qui n'a jamais atteint l'Amérique et qui est également présent en Afrique du Nord. Et l'aurochs est l'ancêtre de toutes les vaches, de tous les bovins domestiques à bosse et sans bosse. Et on l'a domestiqué il y a donc quelques millénaires. Et il se trouve que cet animal hébergeait un virus que les vétérinaires, pas ma génération, mais encore antérieurs, connaissaient bien, qui est le virus de la peste bovine et qui est un paramyxoviridé du genre morbillivirus, qui va vous rappeler quelque chose, comme la rougeole. En fait, la rougeole de l'homme, et nous sommes le seul primate avec ce virus-là, c'est l'adaptation à l'espèce humaine de l'agent de la peste bovine des bovins. Domestication, contact entre deux espèces qui ne se côtoyaient jusque-là pas du tout de cette façon-là, et passage et adaptation du virus à notre espèce. Alors, entre-temps, on domestique, très bien, on élimine l'aurochs, le dernier connu mort en Pologne en 1627, et la rougeole fait son chemin, sachant que dans le courant du XXe siècle,
on a mis au point un vaccin avec une grande campagne de vaccination. Vous voyez les ravages de la peste bovine qui est arrivée en Afrique, où elle était inconnue à la fin du 19e siècle. Ça a été vraiment extrêmement spectaculaire et extrêmement violent pour les bergers, pour les Européens et pour les Africains. Je ne parle même pas de la faune. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est l'histoire du descendant de la peste bovine, la rougeole. On arrête de vacciner les enfants. En tout cas, enfin, je ne suis pas médecin, je suis vétérinaire, mais je prends les chiffres publiés par l'Institut de veille sanitaire qui a changé de nom depuis. Moi, je suis du XXe siècle. Hein. Et donc, on a des pics de rougeole, et moi, j'ai compris qu'il y avait des enfants qui étaient morts de rougeole en France il n'y a pas si longtemps. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, peut-être vous avez vu ça aussi, ça a été évoqué hier, grâce aux masques. Alors, franchement, s'il faut une pandémie de Covid pour arriver à améliorer la situation rougeole, c'est un peu violent quand même comme façon de faire. Mais on est dans un schéma extraordinaire où on a éradiqué la maladie bovine, on a éradiqué l'origine des bovins, et la rougeole, contre laquelle on a un vaccin, et franchement, on a du recul par rapport à ses effets secondaires éventuels, et on n'arrive pas à s'en débarrasser pour des comportements sociétaux de nos pays qui ne sont pas simples à appréhender. Et il y a un certain paradoxe où ce qui était vraiment le plus surprenant, c'est qu'on a éradiqué donc, la peste bovine sur le continent africain, sur le continent asiatique, dans des zones extrêmement compliquées comme la Corne de l'Afrique, comme le Pakistan. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a jamais été difficile, impossible de vacciner les bovins, alors que les mêmes personnes empêchaient la vaccination des enfants. Donc, dans les années 90 et début du XXIe siècle, on a pu vacciner tous les bovins qu'il fallait pour éradiquer la peste bovine. Et vous savez qu'il y a des vaccinateurs humains qui ont été tués dans certains villages parce qu'ils venaient vacciner les enfants contre les maladies infantiles. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même assez désagréable comme situation. Il y a sans doute des progrès à faire à tous les niveaux, tous ensemble. Et, enfin, il y a vraiment, quelque part, un vrai souci. Alors, un exemple, parce que j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est le terme, d'être un peu associé à cette histoire-là, donc il y a déjà presque 20 ans finalement. Hein. Le premier SRAS, c'était la couverture de Time au tout début de l'année 2003, avec le premier SRAS qui est apparu. Alors, je vous rappelle donc la courbe d'incidence et prévalence cumulée. C'est vrai que les gens qui avaient connaissance du SRAS en 2003, quand on a appris l'arrivée de la Covid, certains ont espéré ça, c'est-à-dire voilà, une poussée au printemps et puis un effondrement au début de l'été. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, les signaux étaient très différents et on a compris que ça allait se passer différemment. Mais c'est vrai que quelque part, et les virus sont vraiment, et la maladie est différente, c'est vrai qu'on espérait tous quelque chose comme ça et ça ne s'est pas du tout concrétisé. Et alors, peut-être aussi ça explique la difficulté, c'est que dans le cas du SRAS donc de 2003, on a un exemple d'un malade qui vient de la province du sud de la Chine, Guangdong. Il était médecin, il a soigné des gens qui avaient le SRAS et au bout de plusieurs jours de soins dispensés, il vient se reposer à Hong Kong. Peut-être vous connaissez l'histoire, c'est une personne. Il va dans l'hôtel Métropole, M, et il se trouve que c'est un hôtel dans lequel la plupart des compagnies d'aviation envoient leurs équipages pour passer la nuit à Hong Kong avant de repartir. Et cette personne-là était un super excréteur du virus. Alors, tout le monde n'a pas cette réaction par rapport au virus, mais lui l'était. Et il a, à lui tout seul, à travers le hall d'accueil, son otage et l'ascenseur, contaminé des gens qui sont partis au Canada, en Irlande, aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour, au Vietnam, plus plusieurs personnels des hôpitaux. Il a fini malheureusement par mourir à l'hôpital et entraînant avec lui plusieurs personnes. Le début du SRAS a été dramatique. On ne savait pas ce que c'était et les personnels soignants ont été parmi les plus touchés puisque les mesures d'évitement ont été prises un peu trop tard, malheureusement pour beaucoup de personnes. Et alors, on pense que le total, donc les 8000 cas et les 800 décès en arrondissant du SRAS 1, sont liés à quelques super diffuseurs. Et il est possible qu'on ait eu la même chose avec la Covid, mais à l'échelle à laquelle ça s'est passé, il n'est pas facile de reconstituer un seul schéma comme celui-ci, tellement de situations différentes se sont développées en très très peu de temps. Alors, en 2003, on a participé à un programme avec l'Europe et la Chine. La Chine de 2003 n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. On a visité des marchés, on a visité des élevages de civettes. On pense que c'est cette espèce qui était la source
des contaminations humaines, et vous savez que les points de départ ne sont pas des marchés, ne sont pas des chasseurs, ne sont pas des consommateurs, mais ce sont les cuisiniers des restaurants. Et c'est en préparant les animaux que les gens se sont contaminés, et ce sont ces personnes-là qui ont été les points de départ de l'épidémie. Il a fallu reconstituer l'histoire, et ça, ce sont des cages dans lesquelles vous avez des civettes. Alors pourquoi les gens mangent des civettes en Chine? C'est une tradition très ancienne. Il y a souvent deux associations, on se nourrit et il y a toujours un côté symbolique. Et les civettes sont des carnivores, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sont des cousins des genettes qu'on peut trouver chez nous. Donc c'est plus proche des chats que des chiens. Bon, je passe. Et ce sont des carnivores relativement frugivores. Et donc l'idée, c'est que si je mange un animal qui mange beaucoup de fruits, je récupère le côté positif du fruit, concentré. Sauf que là, ça a passé un virus. Donc là-bas, on mange une civette, nous, on se vaccine contre la grippe. C'est un peu l'équivalent dans la tradition. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a fait un peu de virologie, et ça continue bien sûr, hein, tout cet arbre-là, toute cette branche, ce sont les cas humains, en 2003, de malades. En 2003, on a identifié des virus assez proches, et c'est comme ça qu'on a suggéré que la civette était la source des cas humains, mais ces virus de civette sont nettement différents des virus humains. La différence, c'est que les cas humains avec maladie ont un virus qui a perdu 29 nucléotides par rapport au virus de civette. Et à la fin de l'année 2003, hiver 2003-2004, on a vraiment cherché est-ce que ça va recommencer. On a trouvé quelques suspicions de rhume chez des personnes, mais ça n'a pas été très loin. On a retrouvé des souches chez les animaux, mais toujours avec le 29 nucléotides. Et alors, en ce moment, il y a un grand programme international qui prétend identifier tous les virus de tous les mammifères pour anticiper la première épidémie. Et moi, je vous mets au défi de pouvoir garantir que quand vous séquencez ces virus-là, qu'à 29 nucléotides près, il y en a un qui est pathogène et un qui est inoffensif. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît... Donc il y a plus d'1 milliard de dollars qui est prévu pour ce séquençage de tout ce qu'on va identifier. Il y a sans doute également des idées de brevets derrière, et c'est sans doute pas la meilleure façon d'anticiper la prochaine pandémie entre nous. Voilà. Et alors ça, on l'a vu en 2003, là vous avez les oiseaux, en dessous il y en a encore, derrière c'est les mammifères, là-bas c'est les reptiles. Si vous voulez tester les possibilités, probabilités d'échange de microbes entre les uns et les autres et les humains, faites comme ça marche. Là c'est le mois d'août, il fait 30 degrés, humidité à saturation, c'est idéal. Et tout ça pour des raisons traditionnelles, acheter un oiseau vivant garantit sa fraîcheur. Alors on peut comprendre ça autrefois, quand il n'y avait pas encore la chaîne du froid, mais là, non seulement il y avait la chaîne du froid, mais vous aviez, pour les poissons par exemple, des moteurs électriques qui oxygénaient l'eau des bacs pour les garder vivants, mais ces animaux-là étaient achetés vivants, et parfois les gens partaient avec eux vivants, ou bien les faisaient mettre à mort par le vendeur. Et ça, c'est une tradition ancienne, mais il y a une contradiction entre cette tradition et l'intérêt général, et il me semble, sauf erreur de ma part, que je n'ai pas vu une seule photo du fameux marché de Wuhan cette année, enfin, il y a 2 ans, et la Chine d'aujourd'hui n'est pas du tout celle de 2003, et je pense que c'est plus compliqué de savoir ce qui a pu se passer. Et finalement, comme histoire, enfin, le fin de l'histoire, c'est que, voilà, les élevages de civettes, c'est des animaux très mignons. Imaginez que la ferme où on avait été voir les civettes appartenait à des gens de Taïwan qui, parallèlement, les élevaient pour en faire des animaux de compagnie, et ont commencé à les vendre comme animaux de compagnie. Imaginez, si on avait attendu un tout petit peu avant l'émergence de la maladie, l'ambiance derrière. Et peut-être qu'ils auraient cherché à les exporter, il n'y a pas de raison, mais le fait est que c'est des petites bestioles plutôt sympathiques. Et je précise, le virus SARS-1 comme le SARS-2 n'existe pas, on ne le connaît pas dans une espèce animale. Le virus de la civette, c'était sans doute celui qui a contaminé les humains, mais le réservoir n'est pas la civette, c'est une chauve-souris. Probablement un rhinolophe comme celui-ci, ce n'est pas le même, mais ça se ressemble beaucoup. Mais chez les rhinolophes, on n'a pas encore mis en évidence le même virus que celui qui est responsable des 2 épidémies. On a des virus qui ont une proximité, quelques pourcents de différence, mais c'est suffisamment différent pour pouvoir dire que ce n'est pas directement la source. Alors pourquoi les pangolins? Parce que, en fait, donc les pangolins, je passe sur ce schéma-là, printemps 2019, donc on est avant l'épidémie, des autorités chinoises saisissent un trafiquant d'animaux pour les marchés de Chine, dans lequel il y avait des pangolins en provenance d'Indonésie ou de Malaisie. Et pour des raisons que je ne connais pas, les animaux sont envoyés à un labo de virologie du sud de la Chine. Et ces gens-là font de la virologie sur les pangolins, et ils publient en septembre 2019
la liste des virus qu'ils ont trouvés. Il se trouve que dans la liste des virus, il y a des coronavirus. Et il se trouve qu'un de ces coronavirus a une partie de son génome qui est très proche du virus qu'on va découvrir quelques mois plus tard, qui est celui de la Covid. Mais le reste est trop différent. Et donc, il se trouve que tout le monde avait vu passer, enfin, c'était dans les bases de données, donc dès qu'on a cherché coronavirus, on est sorti sur cet article, sur ces virus. Et alors, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a un marché illégal des pangolins vers l'Asie extraordinaire. Il y a 4 espèces en Asie, 4 espèces en Afrique. On pense qu'1 million de pangolins ont été consommés en 10 ans en Asie. Alors, on prend les écailles, on en fait de la poudre, on met ça dans le thé et ça guérit de je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est très efficace pour éliminer les pangolins, mais ce n'est sans doute pas la cause de l'origine de la Covid. Alors, les vétérinaires connaissaient un certain nombre de ces coronavirus. Alors maintenant, on parle de alpha, bêta, delta, gamma coronavirus. Et sur ce schéma, donc c'est assez joli, donc on a les différents coronavirus, les années d'identification et les cibles. On sait qu'on a une souche qui vient des bovins, on sait qu'on a une souche qui vient des dromadaires, c'est le fameux MERS. On a eu le SARS-1 en 2003-2004, et puis celui d'aujourd'hui, avec le virus des chauves-souris qui n'est pas l'agent de la Covid, mais nous, humains, nous avons contaminé nos animaux de compagnie ou d'élevage, et vous savez que les visons d'élevage ont contaminé des humains en retour. Donc le virus humain est un virus zoonotique, dans le sens homme vers l'animal. Par contre, on ne sait pas de quel virus il vient, ni comment il est arrivé chez les humains. Et je rappelle qu'on ne sait toujours pas pour le premier, on ne sait pas pour le second. Et vu le contexte actuel, je ne suis pas sûr qu'on sache rapidement ce qui va arriver. Et donc, si la seule réponse à la Covid, c'est on fait un vaccin, c'est très bien. Mais si personne ne peut aller chercher le contexte d'origine, du passage, d'adaptation d'une espèce à l'autre, on va rater quelque chose et on sera toujours en aval et pas du tout dans la prévention, dans l'anticipation. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Alors, on vit avec pas mal d'animaux. Alors, j'ai trouvé un livre chinois à côté de Maison Alfort. Il y a Chinagora, pour ceux qui connaissent, au confluent de la Marne et de la Seine. Et c'est un livre sur la pharmacopée telle qu'elle est pratiquée en Chine. Et vous voyez les pangolins dans ce livre, ils sont tout plats. Bon, c'est assez commode pour les ranger, hein. On peut en mettre beaucoup dans un tiroir. Et après, vous prenez les écailles, et là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas comment ça marche, mais vous voyez, les livres chinois donnent les noms scientifiques, et c'est le bon nom scientifique du pangolin d'Asie. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis nous, alors, on a aussi des habitudes extraordinaires. Lui, là, je l'ai pris en photo il y a 25 ans à côté, là, dans le jardin qui est juste devant le Palais des Congrès, en allant sur Jouan-les-Pins, là, en sortant sur le bord de mer. Vous avez des écureuils dans les arbres. Je veux bien faire une sortie écureuil avec qui veut, c'est extrêmement facile à voir. Ce n'est pas le même que le nôtre. Il a été découvert il y a 50 ans, quelque part sur le Cap. C'est un écureuil qui vient d'Asie du Sud-Est. On ne sait pas qui l'a apporté, on ne sait pas pourquoi. Il est pour l'instant contenu par l'autoroute A8 vers le reste du pays. Mais je rappelle qu'il y a quelques années, 4 personnes en Allemagne sont mortes d'une encéphalite à bornavirus. Et ces 4 personnes hébergeaient un autre écureuil, lui, américain. Il se trouve qu'on a trouvé le même virus chez les écureuils de ces 4 personnes, mais on ne sait pas dire qui a contaminé qui. Et on a fait une enquête derrière entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Il y a des quantités de personnes qui hébergent des quantités d'espèces d'écureuils chez eux, et on n'a aucune idée des conséquences. En tout cas, il y a 4 personnes qui sont mortes. Alors je rappelle en passant que le rat noir, qui est bien présent toujours chez nous, c'est lui, la peste noire. Mais par contre, depuis le XVIIIe siècle, on a récupéré le rat surmulot, qui est compétiteur du rat noir, et le rat surmulot est beaucoup moins efficace par rapport à la peste. Bonne nouvelle. Donc voilà, il nous protège de ce risque-là. Et alors, si on prend un petit mot sur les chauves-souris, donc voilà le schéma qui peut arriver. Donc tout à l'heure, on a vu un peu ça. Donc le virus est là, il est présent ou pas chez les chauves-souris. Comment ça se passe entre les humains et les chauves-souris dans le cas du SRAS, des 2 SRAS, on n'en sait rien. Et après, c'est nous qui faisons le boulot. Et les chauves-souris, alors moi j'aime bien ces bestioles, tout à l'heure ça a été cité, merci beaucoup. Voilà une colonie de chauves-souris. Alors ce qui est extraordinaire, on n'a pas ça peut-être chez les humains dans le métro à Paris, hein, mais des concentrations aussi serrées, dans lesquelles vous pouvez avoir plusieurs espèces mélangées. Et là, au niveau également échange naturel de virus, c'est pas mal du tout. Mais ce sont des animaux qui, globalement, les supportent. Et donc, l'idée, c'est que les chauves-souris ne sont pas forcément... ne sont pas là pour nous faire peur, mais si on connaissait le secret de leur immunité, peut-être qu'on aurait gagné par rapport à tous ces risques sanitaires. Parce qu'elles les supportent parfaitement, et on pense qu'il y a un lien entre la capacité de vol
parce qu'il y a un très très fort métabolisme oxydatif lié au vol. Les mouvements des muscles pectoraux sont beaucoup plus violents que les mouvements d'un mammifère terrestre qui court, et qu'il y a des systèmes, toute une famille de gènes qui régulent les risques d'oxydation et de destruction de l'ADN dans les cellules, et qu'en parallèle, ça pourrait aider au niveau immunitaire à faire face à tous ces risques virologiques. Mais alors, j'habite à côté de Paris, voilà, 29 septembre 2019, bourse aux insectes à Juvisy, très bien, je vais voir ce qui se passe, et il y avait un stand où on vendait des chauves-souris en papillotes. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait acheter à côté de Paris des chauves-souris en papillotes? Donc ce sont 4 espèces, il y avait le nom sur les cartons, de chauves-souris asiatiques, dont des rhinolophes, c'est de là que sort le coronavirus. Alors elles étaient sèches, je suis sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de virus vivants dedans, mais PCR, peut-être qu'on aurait trouvé des signaux. Et j'aimerais bien savoir quelles étaient les autorisations qui permettent de vendre ces animaux-là dans le commerce. Parce que c'était pour la vente, c'était pour décorer sa maison. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent ça pour mettre chez eux, sans doute. Mais il y a un paradoxe. D'un côté, on a des épidémies, on sait qu'il y a des espèces qui peuvent poser problème. Et de l'autre, sous prétexte que c'est du commerce, on peut les vendre. Et a priori, en toute liberté, je pense que là, on a aussi des portes d'entrée à vérifier. Alors, pour terminer, vous savez que l'ONU à imaginer comment faire face à la situation actuelle. On a évoqué le changement climatique, la perte de biodiversité, un certain nombre de phénomènes plus ou moins désagréables, en proposant 17 objectifs développement durable. Vous tapez ça sur Internet, vous trouverez tout de suite. Quel avenir voulons-nous? Et là-dedans, j'en sors 2. Le numéro 3, bonne santé et bien-être, et le numéro 8, travail décent et croissance économique. Alors, bon, c'est juste pour faire joli, donc ça c'est voilà, à Boulogne-Billancourt, en regardant vers la Défense. Est-ce qu'on peut supposer que continuer la croissance économique telle qu'actuellement va nous apporter bonne santé et bien-être? Est-ce qu'on est capable de penser que, dans ce sens-là, les choses sont vraiment satisfaisantes, en tout cas sur les bases de 2019 ? Mais 2019 nous a aussi apporté des mauvaises surprises. Alors, tout à l'heure, on l'avait dit, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine. En France, c'est 85%. Sur la planète, vous avez 300 villes qui concentrent 22% de la population mondiale. D'un point de vue épidémiologique, une ville de 20 millions d'habitants, c'est extraordinaire. Vous mettez un virus là-dedans, vous pouvez faire des quantités d'expériences. Et à la limite, elles vont se faire toutes seules, d'ailleurs. C'est même pas la peine de les faire. Donc, est-ce que tout ça est très raisonnable? Et puis, je ne sais pas si vous voyez tout en bas, mais vous voyez, 10% de la population émet 50% de gaz carbonique, alors que 50% n'en émet que 10%, mais tout le monde va subir de la même façon ou de façon extrêmement inégale les conséquences. Et vous savez qu'en 2014, si l'humanité consommait comme un Français moyen, et il y a des Français qui ne consomment pas beaucoup, il faudrait 2,8 planètes. Donc il y a un moment aussi où, alors je ne sais pas quel mot employer, mais il y a une question de partage, de répartition, d'égalité qui devient cruciale, qui devient essentielle par rapport à demain, par rapport au futur. Et donc pour terminer cette notion d'une seule santé, alors on peut la décliner, il y a différentes façons, je ne vais pas développer ça, il y a des gens qui sont un peu plus théoriciens que moi, mais l'idée, c'est que nous sommes un parmi les autres. Et on ne peut pas imaginer, en tout cas c'est mon point de vue, c'est ce que j'aimerais vous suggérer, on ne peut pas imaginer améliorer la santé humaine en ignorant les autres, et on ne doit pas non plus aborder les questions de santé uniquement au seul bénéfice d'Homo sapiens. Il me semble que l'idée, c'est d'arriver à mettre d'abord on est tous sur la même planète, qu'on le veuille ou non, et donc ce qui permettrait sans doute d'aller le plus loin, le plus longtemps et tous ensemble, ça serait de faire en sorte qu'on prenne en compte tout le monde, et également pour lui-même, et pas en pensant qu'à nous. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit, un proverbe africain, si je cours tout seul, je cours plus vite, mais si on est plusieurs, on va plus loin. Et donc, je pense que pour aller plus loin, il faut qu'on le fasse ensemble, tous. On a tous des différences, et heureusement qu'on soit tous un peu différents. Mais il me semble que le SARS, il y a une leçon à en retenir, c'est de penser qu'on est tous sur la même planète, ce qui s'est passé là. Alors, on ne sait pas vraiment comment ça a commencé, mais ça a touché le reste du monde, avec des disparités extraordinaires entre le pays, les continents. Et on a vu que, d'ailleurs, au cours de 2 années, 1 an et demi, si on compare l'Allemagne et la France, on a eu des critiques dans un sens et dans l'autre, mais finalement, qu'est-ce qu'on maîtrisait dans cette histoire-là? Alors, de toute façon, c'était absolument ingérable et personne n'avait jamais vu ça. On a tous fait, en tout cas moi j'avais fait des exercices d'anticipation, de scénario, on n'a jamais imaginé ce qui se passe.
on n'imagine jamais ce qui arrive vraiment. Donc soyons modestes par rapport à ça, mais sachant tirer les bonnes leçons. Également, j'ai eu la chance toujours de vivre un peu la vache folle, la grippe aviaire H5N1 et quelques autres. Je n'ai jamais participé à un seul retour d'expérience collectif avec tous les ministères, toutes les institutions, tous les collègues concernés. On n'a jamais fait ça. Et je pense que quelque part, alors peut-être qu'on ne veut pas mettre en avant le fait que l'un ou l'autre n'a pas fait comme il aurait fallu, mais l'histoire, il fallait pas, c'est pas après qu'il faut la faire, c'est pendant. Mais on a tous à gagner à échanger nos expériences avec les bons et les moins bons aspects, et je pense que ça pourrait nous aider. Et là, franchement, on a sans doute des progrès encore à faire. Et donc, moi, j'aime bien Romain Gary. Je ne sais pas si vous connaissez un texte assez court qui date du printemps 1968, qui s'appelle « La lettre à l'éléphant ». Et il y a une phrase, donc c'est cette phrase-là que j'ai reproduite, où il parle à l'éléphant et il dit « Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami, dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas de place non plus pour l'homme. » Merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup. J'avoue que ce regard sur la santé animale et les interactions avec l'homme, ça interpelle. Moi, je voudrais vous poser une question parce que ça fait quand même débat sur l'origine du SARS-CoV-2. On a beaucoup parlé de la chauve-souris, du pangolin, etc. J'ai bien compris que ce n'était pas la bonne piste. Votre conviction, c'est quoi? Il vient d'où, ce virus? Je dirais que chauve-souris, probablement, c'est sans doute un virus de chauve-souris. Mais la question, c'est comment on est passé du virus de chauve-souris, peut-être celui qui a été trouvé en 2013, au virus actuel de l'épidémie qui est présent chez l'homme. Et il y a 3 hypothèses. Il n'y en a qu'une qui a été explorée, en fait, et encore pas très bien. Alors, l'hypothèse que j'élimine tout de suite, c'est la volonté de faire un virus méchant pour embêter je ne sais pas qui. Ça n'a pas de sens parce que si on lâche un virus, on ne sait absolument pas où il va aller. Et clairement, les Chinois, si on pense à eux, n'avaient pas préparé le vaccin anti-Covid, clairement. Alors, les 2 autres hypothèses, c'est le virus de chauve-souris qui s'adapte à l'homme, mais directement ou en passant par une espèce intermédiaire. Mais il faudrait le tester. Il faudrait aller en Chine, il faudrait accepter que ça soit fait avec une équipe internationale. La question n'est pas de mettre une suspicion sur qui que ce soit, mais quand on fait une expertise indépendante, il faut qu'elle soit indépendante. Et la deuxième hypothèse, qui est encore plus compliquée pour l'indépendance, c'est le virus qui aurait été travaillé au laboratoire. Il se trouve que dans le cadre du projet 2003-2006, avec les collègues chinois, j'avais été à Wuhan, dans le labo de virologie, et déjà en 2005-2006, il y avait le projet de cette unité P4 au sein du labo de virologie, à laquelle l'Institut Pasteur a fourni les plans et a beaucoup participé. Et l'idée, c'est que c'est vrai que ce sont des virus que quand on les découvre, et on sait qu'en 2013, ils avaient identifié un nouveau virus chez les chauves-souris dans le Yunnan, mais donc pas dans la province de Hubei ou Wuhan. Les virus, quand on les travaille, on peut les changer un peu, les modifier, on peut faire des greffes, je ne sais pas quel mot, enfin, on peut faire des délétions et des inclusions. Et il n'est pas du tout impossible que ce virus soit proche d'un virus qui a été travaillé normalement dans un laboratoire et que peut-être il y a eu un accident. Et il y a pas, heureusement, ça n'arrive pas très souvent, mais il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent des virus dans lesquels il peut y avoir des incidents plus ou moins graves. Parfois, c'est juste anecdotique. Moi, je me rappelle, il y a un certain temps déjà, de labo qui travaillait à la variole. Et vous savez, le virus est sorti de la pièce où avait lieu l'expérience. Il est passé par l'aération dans les bureaux. Il y a une secrétaire est morte de variole et le directeur du laboratoire s'est suicidé. Donc et c'est depuis ce moment-là qu'il n'y a plus qu'un labo en Russie officiellement et un labo aux États-Unis qui ont des souches de variole. Mais des erreurs de manipulation, ça peut arriver. Et donc c'est cette hypothèse-là qu'il faudrait que les collègues chinois acceptent de faire vérifier par des personnes indépendantes en toute transparence, en toute honnêteté. Et là, on est dans une situation compliquée d'un point de vue politique, si j'ai bien compris. Merci, c'est passionnant et encore merci d'avoir fait cette conférence et bravo.